On se retrouve pour parler de 5 livres vraiment très différents, mais c'était 5 livres qui étaient bien, chacun dans son genre, chacun avec ses spécificités. Je vous parle de tout ça. Alors, nous allons parler de ces livres. Hop, voilà. Donc, nous avons le recueil de nouvelles 13 à table. Bonne action en lien avec les Restos du Cœur. Si vous achetez un livre, ça fait 5 repas offerts. Voilà. Polar nordique avec Francesca de Lina Bengtsdotter, qui était trop chouette. Rien à voir, romance sur l'île de ton cœur de Sarah Morgan chez Collection et H. On repasse à du polar avec De sinistres mémoires de Jacques Sausset qui est sa série. 2e tome. Et puis un one-shot, Les Crevards de Nathalie Achard. J'avais beaucoup aimé son livre précédent et j'avais très hâte de lire celui-ci. Je vous en parle. On commence donc avec le recueil 13 à table. On est sur un livre qui est à 6 €. 6 € pour 5 repas offerts dans le cadre des Restos du Cœur. C'est un livre qui est fait, alors c'est la 10e édition, hein, donc vous connaissez sûrement, mais c'est un livre où toute la chaîne du livre en fait offre ses services, la création du livre, les auteurs avec leur écriture en fait, enfin tout, chacun fait ça de façon bénévole, de façon à ce que tout soit reversé au Resto du Cœur. Donc c'est vraiment un acte très important en fait, et à chaque fois on le dit, les restos du cœur ont besoin de nous, etc. C'est le cas de plus en plus chaque année, à nouveau cette année. Donc voilà, c'est un recueil de nouvelles qu'on lit avec ça en tête. Enfin ça ajoute quelque chose. Et puis franchement, pour 6 €, on se retrouve avec 15 nouvelles de 15 auteurs connus. C'est assez frais, c'est assez agréable parce qu'on passe d'un style à l'autre, d'un genre à l'autre, d'une histoire à l'autre, d'un style d'écriture à un autre. Donc ça donne une lecture très dynamique par rapport à tout ça. Et en plus de ça, ça permet de découvrir des auteurs. Donc recueil de nouvelles autour du thème « J'ai 10 ans ». Et donc c'est indiqué avec l'aimable autorisation d'Alain Souchon et de Laurent Voulzy. J'ai 10 ans, j'imagine que vous avez déjà la chanson en tête. Et donc, nous avons 15 auteurs, alors qui sont Philippe Besson, Michel Bussy, Maxime Chatham, François Despnoux, Lorraine Fouchet, Karine Guébel, Raphaël Giordano, Philippe Jaïnada, Alexandra Lapierre, Cyril Lignac, Agnès Martin-Lugan, Romain Puertolas, Tatiana Doronet, Leïla Slimani, et on termine avec Franck Tillier. Donc des sacrés auteurs, hein. C'est quand même pas mal du tout. Et comme je vous le disais, des styles globalement différents autour de J'ai 10 ans. Donc dans chaque nouvelle, on va avoir souvent un personnage qui a 10 ans. Il y a certaines nouvelles qui donnent l'impression d'être très autobiographiques. Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, voilà, la question se pose. Et en tout cas, c'est extrêmement prenant. Il y a vraiment des nouvelles qui sont très émouvantes. Et à la fin de ce recueil, on ressort justement avec beaucoup d'émotions ressenties, mais d'émotions différentes selon les histoires. Chacun avec son style. Donc Romain Puertolas avec une petite note d'humour, mais Philippe Besson... on commence avec lui, et sa nouvelle était très prenante en fait. Voilà, et donc globalement, on continue comme ça. Donc il y a beaucoup d'auteurs que je connaissais, ce sont des auteurs que j'apprécie, donc ça m'a fait plaisir de lire leurs nouvelles. Et ça m'a donné envie de lire davantage. Par exemple, Agnès Martin-Lugan. Son tout premier livre, je l'avais écouté en l'occurrence en audio. J'avais bien aimé, mais pas tant accroché que ça. Son dernier livre, je l'ai beaucoup aimé. Là, cette nouvelle, elle m'a plu. En plus, j'ai beaucoup aimé ce sujet, j'ai beaucoup aimé la façon dont elle a écrit cette nouvelle. Très émouvante, justement, mais des émotions différentes de certaines autres histoires. Et ça m'a donné envie de
retourner un petit peu dans ce qu'elle fait et de découvrir ses autres livres. Karine Guébel, forcément, Karine Guébel que j'adorais tellement et j'ai laissé de côté, je sais pas pourquoi. Et donc là, bah voilà, cette nouvelle, elle m'a donné envie, encore plus envie de retourner à ces livres. Et voilà, donc les auteurs, bah Franck Tillier, forcément, j'ai beaucoup aimé, avec quelque chose d'assez original il a proposé une nouvelle qui est pas forcément dans ce qu'il écrit habituellement. Et oui, qui m'a plu, mais qui m'a pas fait penser à ce qu'il écrit. J'ai pensé à d'autres types de livres, mais pas... On aurait presque l'impression d'avoir la première nouvelle d'un recueil. Je crois que sa nouvelle s'appelle Le Miroir. On a presque l'impression de lire Le Miroir et autres contes fantastiques. Vous voyez. Donc Lorraine Fouchet, enfin voilà, plein d'auteurs. Ça m'a donné envie de lire leurs autres livres. Il y en a d'autres que je découvrais, donc par exemple François Despnous, Philippe Jaénada, Leila Slimani et Alexandra Lapierre. Je mets de côté Cyril Lignac qui nous donne une recette, ce qui est très chouette. Et enfin, j'aime bien le côté partage. Enfin, enfin, ça va avec ce livre en fait, voilà. Et il introduit la recette pour dire ce que ce gâteau lui-même lui inspirait, les souvenirs qu'il peut en avoir, voilà. Donc c'est très court si vous voulez, mais bon. Donc je laisse de côté parce qu'on n'est pas vraiment sur une nouvelle. Mais dans les auteurs que j'ai découverts, j'ai beaucoup aimé la nouvelle d'Alexandra Lapierre, qui s'appelle Les Escarpins, un conte de Noël. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Et je peux pas trop vous raconter la nouvelle, elle est très courte. Elle commence à la page 163 et se termine à la page 172. Donc je peux pas... Si je vous raconte tout en fait. Mais j'ai bien aimé l'écriture et tout. Et vraiment... il faut que je découvre cette autrice parce que c'était très bien écrit et elle a réussi à mettre comme un petit dénouement en fait. C'est une histoire, on est pris dans l'histoire, on est agacé, ça titille. Donc je vous dis des émotions différentes là, la colère en fait, l'injustice, la colère. Et sur un sujet globalement quotidien, hein, parce qu'il y a vraiment des sujets qui sont plus forts. Enfin, la nouvelle de Michel Bussy. Voilà, elle est émouvante, mais alors émouvante, colère, injustice, mais sur un autre sujet. Là, c'est plutôt quelque chose du quotidien, mais en fait, on est dans cette nouvelle et tout, et il faut vraiment lire jusqu'à la fin, parce qu'elle arrive à mettre un petit dénouement, une petite conclusion à cette histoire, et chapeau, parce que c'est pas évident, en fait, sur un format aussi court, de réussir à avoir un début, un milieu, une fin, enfin, voilà. Donc, moi j'ai beaucoup aimé, voilà. Alors non seulement c'est une bonne action, non seulement on sait que les Restos du Cœur comptent sur nous, et en plus c'était frais, agréable, sans pour autant léger. Voilà, très à table. Un livre égale 5 repas. Je continue avec un petit polar nordique, c'est-à-dire que je me réveille fin novembre, début décembre, et je me suis dit... C'est vrai que c'était bien les polars nordiques cet été, ça me manque. Si j'arrive à en caser dans mon planning, j'y vais. Et ça a été le cas, j'ai réussi à trouver une petite place dans mon planning. Et je crois que c'est les enfants qui m'ont choisi ce livre en me donnant quand j'ai une petite place dans mon planning lecture. Je vois à peu près combien de pages je pourrais lire sur cette petite place en fonction de mon temps disponible. Et les enfants, et je prépare une petite pile et je demande aux enfants de choisir un livre parmi ceux que j'ai sélectionnés. Et donc, j'ai lu Francesca de Lina Bengtsdottir chez Livre de Poche. On est sur un tome 2, le tome 2 d'une série avec Charlie Lager, dont j'avais fait la connaissance dans le premier tome qui s'appelle Annabelle. J'avais lu Annabelle, j'avais beaucoup aimé Annabelle. J'ai du coup acheté ce livre-là au mois de septembre et il m'a fallu plus de 2 mois pour que je me mette à le lire, mais c'est bon, je l'ai lu et je l'ai vraiment beaucoup aimé et je l'ai même trouvé meilleur que le précédent. Donc ça c'est bien. J'ai vraiment beaucoup d'espoir quand je lis un premier livre d'une série, premier livre d'un auteur. J'ai toujours beaucoup d'espoir pour que on démarre là et qu'après on grimpe et que ce soit de mieux en mieux.
Mais ça peut ne pas être le cas. Ça arrive. Le premier livre, le premier tome d'une série est génialissime. On lit le deuxième, on a beaucoup d'attentes parce qu'on s'attend à ce que ce soit au moins aussi bien. C'est moins bien, on est déçu et c'est dommage. Ça arrive. Là, c'était pas le cas. Voilà. Là, j'avais beaucoup d'attentes après le tome 1. J'ai lu le tome 2 et j'étais ravie. Mais attention, parce qu'on est vraiment sur une suite. Donc là, j'ai laissé 2 mois et demi entre les 2 tomes. C'est trop. C'est trop. Je lis 20-25 livres par mois. Donc 2 mois et demi, c'est plus de 50 livres pour moi. C'est beaucoup. C'est ce que je lisais en 1 an, il y a quelques années. Et avant que je réarrange mon organisation, parce que voilà, je me suis rendu compte à quel point la lecture était importante pour moi. Donc j'ai bougé les meubles, j'ai fait de la place pour lire davantage. Mais en tout cas, eh bien là, comme on est sur une vraie suite, c'est bien de les lire peut-être... Ça dépend à quel point vous êtes grand lecteur ou pas, grand lecteur dans le sens beaucoup de livres ou pas, mais si vous espacez, si vous mettez Annabelle, mettre 1 ou 2 livres entre et passer à Francesca, c'est bien. Si vous les enchaînez, c'est pas plus mal non plus d'ailleurs. Vraiment des vraies suites, sans forcément rappel des épisodes précédents et tout. Je me rappelais quand même de certaines choses, mais heureusement qu'on m'a mis la puce à l'oreille parce qu'on m'aurait demandé, avant d'ouvrir le livre, on m'aurait demandé de faire un résumé complet d'Annabelle. Je ne sais pas si j'aurais pu aller aussi loin que ce que le livre l'exige. Heureusement, par moment, il y a juste un mot qui, moi, me fait souvenir de plusieurs pages et de tout ce qui s'est passé autour de ça. Voilà, mais vraie suite. Et c'est pas toujours le cas. Ce qui est amusant, c'est que je vous dis de lire de façon assez proche Annabelle et Francesca, et en même temps, la construction et l'histoire principale de Francesca ressemblent comme 2 gouttes d'eau au rythme, à la construction d'Annabelle, à l'intrigue. Enfin, vraiment, on se retrouve avec des histoires assez proches. Charlie Lager, on a fait sa connaissance dans le premier tome Annabelle. On a vu à quel personnage on avait affaire. C'est une sacrée enquêtrice que j'aime vraiment beaucoup, qui a un passé globalement sombre. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Quand on dit un personnage a un passé sombre, on va penser « Ah, il s'est perdu dans 50 000 substances ». Ah, il est pas très clean et tout. Alors bon, ok, Charlie Lager, elle a des petits soucis avec l'alcool, mais ça date pas de son passé, c'est également le cas dans le présent. Mais donc là, c'est pas passé sombre, c'est plutôt enfance compliquée. Elle a eu une enfance compliquée et elle a réussi à s'en sortir, mais elle est vraiment pas partie avec toutes les bonnes cartes en main, quoi. Et elle a été amenée dans le tome précédent à retourner dans la petite ville où elle a grandi. C'était difficile pour elle, ce retour, parce que voilà, enfance difficile, elle a vécu des choses compliquées, puis elle a changé, sa vie a évolué, et revenir dans cette petite ville, c'est se reprendre tout ça dans la figure. Alors, ça veut pas forcément dire qu'elle a oublié d'où elle venait, parce que elle a conscience du parcours qu'elle a dû avoir et du fait qu'elle s'est sortie de ce milieu-là. Mais elle n'a pas envie de revenir avec plaisir dans le milieu dans lequel elle était et qu'elle a cherché à fuir, mais pour s'en sortir. Et en fait, dans le premier tome, il y a une enquête qui l'emmène là-bas. Voilà. Et en plus, elle est avec un collègue, ce qui est hyper délicat. Elle retourne à un endroit où elle n'a pas envie d'aller. Et en plus, elle est accompagnée et elle peut même pas garder ça de façon privée. Et là, dans ce deuxième tome, on se retrouve encore une fois avec la même chose. Parce qu'elle retourne dans le petit village où elle a grandi. Il y a une affaire qui la titille. On est sur une vieille affaire de disparition. Et là, on est avec la disparition de Francesca. Et en plus, l'autrice va plus loin que ça, parce que elle met 2 histoires en parallèle dans Francesca, 2 histoires qui se passent avec une 30aine d'années d'écart, et les 2 histoires sont en plus très proches l'une de l'autre. Parce que dans le présent, on va suivre Charlie, qui va enquêter sur cette disparition mystérieuse de Francesca, affaire jamais résolue, qui s'est passée il y a une 30aine d'années. Et en parallèle, on suit l'histoire de Francesca, la fameuse Francesca, qui, eh bien, elle enquête
pas de façon officielle. En même temps, est-ce que Charlie enquête de façon officielle? Je suis pas sûre parce que, bon, elle était censée être là-bas pour du perso, mais bon, elle était titillée par une affaire pro, enfin bref. Mais bon, bref, donc Francesca, c'est plutôt que son meilleur ami est décédé, mais de façon mystérieuse. Et elle l'accepte pas. Et elle va titiller, gratter, elle va pas laisser cette histoire comme ça parce que ça l'ennuie en fait. Enfin, elle le connaissait trop pour que cette mort soit possible. Donc voilà, elle va enquêter, etc. On va suivre ces deux histoires en parallèle. Le présent est bien plus le présent est bien plus présent. Le présent prend plus de place en fait dans l'histoire que le passé, mais ce qui donne un bon dosage en fait. Non pas que ce soit équilibré, mais c'est déséquilibré entre les pages consacrées au présent et les pages consacrées au passé, mais ce déséquilibre se justifie et c'est très bien. Et c'est très bien dosé parce qu'il fallait un déséquilibre, parce que on est à la base sur une enquête et on cherche ce qui est devenu Francesca. Et on se doute que dans cette histoire en parallèle, eh bien, on va avoir Francesca qui va, comme je vous dis, gratter pourquoi son meilleur ami est décédé, elle va gratter, puis on se doute qu'à un moment donné, bah, on va la suivre jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Et on arrivera là à la fin du livre, au moment où notre enquêtrice aura trouvé le dénouement et les deux histoires se rejoindront. On se doute que ça va se terminer comme ça. Après, je vous laisserai le lire pour voir si c'est le cas ou pas. J'avais beaucoup aimé le personnage de Charlie Lager, qui, donc je vous l'ai dit, le milieu enfance compliquée, etc., etc. Mais on est sur un personnage qui est au potentiel, elle est totalement HPI, c'est clair et net. Elle a sauté une classe et en fait tout ça est indiqué déjà dans le tome 1 et on le voit dans le tome 2. Et moi, Charlie Lager est un personnage qui m'a fait beaucoup de bien à moi-même. Et c'est pour ça que cette série me plaît aussi. Et il s'avère que Francesca a aussi un peu ce profil-là de HPI et enfin, elle a aussi sauté une classe et tout ça. C'est rare, je vois pas beaucoup de personnages principaux qui ont sauté une classe. Et en fait, là, on le voit, enfin, Charlie Lager, elle est au potentiel, mais il n'y a pas besoin que ce soit écrit. On le sent, on le voit, c'est clair et net, en fait. Et elle a ce truc, elle vit avec d'autres personnes qui ne sont pas comme elle, et on a, notamment dans ce livre, des passages assez originaux, parce que Charlie Lager, elle est sauvage. Elle n'a pas eu, comme je vous disais, une enfance merveilleuse, elle n'a pas été extrêmement bien élevée, elle n'a pas eu les codes pour évoluer dans la société, elle n'a pas les bonnes manières, les machins, les trucs et tout ça, qui peuvent être des freins, mais en même temps on en a besoin pour vivre ensemble. Hein. Donc, et elle en fait, ces freins-là, elle s'en fiche. Donc, si elle a quelqu'un en face qui lui dit quelque chose qui est vraiment qui manque de raisonnement, qui n'est pas logique, qui n'est pas possible, une conclusion, une affirmation qui n'est pas possible, qu'on ne peut pas démontrer, qui n'est pas vrai, eh bien, au lieu de penser ça, de s'énerver, intérieurement, et de se dire, allez, je prends sur moi, je dis rien, et voilà, au lieu de réagir comme ça, alors que franchement, on aurait envie de lui dire, mais réfléchis, c'est pas possible, tu m'as dit ça juste avant, là, tu me dis ça, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de lien, je peux pas te suivre, c'est pas... Voilà, au lieu de réagir comme ça, ce qui pourrait arriver, eh bien, on prend sur nous, etc. Charlie Lager, elle prend pas sur elle. Et donc, elle est parfois face à... Enfin, là, je pense notamment à une scène où elle a un personnage, je sais pas si je vais réussir à vous le retrouver, un personnage qui donne une affirmation qui n'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. C'est comme si on disait oh bah tous les blonds sont idiots. Alors, en même temps, je vous dis ça, on dit bien que les blondes... Bon, bref, c'était pas voulu. J'en sais rien. Si on dit tous les bruns ont des dents en moins. C'est pas possible. Où est-ce que t'as sorti ça? T'as une étude qui le prouve? T'as un truc? Et donc... j'ai pas réussi à retrouver le passage. Et en fait, pas de code, pas de frein, pas de... Et
alors elle s'énerve pas, mais elle dit ce qu'elle pense et voilà. Et en fait, ça m'a fait vraiment du bien parce que j'ai retrouvé dans son mode de pensée des choses enfin des situations dans lesquelles que je vois très bien, et j'ai vu sa réaction alors intérieure, ce qu'elle a pensé, et là je me suis dit merci. Et ensuite j'ai vu sa réaction extérieure et je me suis dit peut-être pas comme ça qu'il faudrait s'y prendre. Mais bon, en même temps, à force de tout le temps intérioriser, c'est pénible aussi. Mais ouais, c'est pas de filtre. Voilà, pas de filtre. Et puis comme du coup, bah, elle réfléchit vite, et qu'elle a pas de filtre, elle réfléchit et boum, ça sort assez vite. Et bon, l'idée, enfin, c'est pas de la prétention, c'est pas du tout ça. C'est juste qu'elle a un esprit qui fait que c'est dans les règles, c'est pas dans les règles. C'est carré, c'est pas carré. C'est logique, c'est pas logique. Si c'est pas logique, est-ce qu'on trouve une logique? Sinon, enfin, voilà, c'est juste, c'est une sorte de traitement de l'information en fait. Enfin, c'est pas de la prétention, c'est pas du tout ça. Mais c'est qu'à un moment donné, on peut être face à des personnes qui vont presque nous déstabiliser par quelque chose qui a pas de sens. Et c'est pas dans le sens ça a pas de sens donc c'est d'une bêtise incroyable. Non, ça a pas de sens, je le traite comment? C'est une information que je mets à la poubelle, ou est-ce que ça donne l'impression que ça n'a pas de sens et il faut que je le traite, que je creuse, que j'en sache davantage et que je mette du sens pour accepter l'information et la gober. Enfin voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai apprécié voir le fonctionnement de Charlie Lager parce que j'en ai appris davantage sur moi. Merci à l'autrice d'avoir mis un personnage comme ça. Je dis pas que je suis copie conforme, c'est pas du tout ça, mais c'est que vraiment, bah, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien et ça m'a permis de mieux me connaître et presque d'accepter certaines choses ou de mettre le doigt sur certains trucs en me disant oh bah, c'est bizarre, c'est pas normal, alors qu'en fait si, ça l'est. Il faut juste les regarder ça d'une certaine façon. L'explication elle est peut-être sur mon mode de fonctionnement qui est bizarre. Voilà, donc trop bien. Trop bien. Mais il n'empêche que Charlie Lager, elle est vraiment borderline. Et alors là, ça en l'occurrence, je me reconnais moins sur ce côté-là. Voilà. Francesca, c'est le tome 2. C'est une trilogie. J'ai très hâte de lire le 3e. Je passe maintenant à Sur l'île de ton cœur de Sarah Morgan chez Collection H que j'ai reçu en service presse. C'est écrit ici, il y a un petit tampon. Service presse ne peut être vendu. Voilà. Tome 2, j'avais aussi reçu le tome 1 en service presse et que j'avais lu, et j'ai aussi reçu le tome 3 en service presse et je l'ai lu, et le tome 3 c'est un roman de Noël. Romance, c'est une romance de Noël parce que attention, ici nous sommes vraiment sur des romances. Cette série s'appelle la série de Puffin Island. On a donc une trilogie, on a 3 copines qui se connaissent depuis l'université, leurs études, qu'on grandit mais qui restent très proches. Et en fait, on va suivre chacune dans chaque tome. Et là, en l'occurrence, on va suivre Brittany, qu'on connaissait un peu pour l'avoir entreaperçue dans le tome 1. Et bien sûr, les personnages dont on a fait connaissance dans le tome 1, on les retrouve dans ce tome 2. Sauf que, mis à part Brittany qui est sur le devant de la scène, et bien les autres personnages, notamment Emily qui était sur le devant de la scène du tome 1, et bien devient personnage secondaire de ce tome 2. Voilà, donc ça c'est une petite organisation, une construction qui est très sympathique, je trouve, parce que ça pourrait être redondant de suivre le même personnage pendant 3 tomes, même si, je vous dis ça, j'adore, il y a des séries qui ont beaucoup plus que 3 tomes, avec tout le temps le même personnage principal, et c'est vraiment très bien. Mais c'est vrai que ça peut ajouter du rythme, ajouter un petit peu de fraîcheur, et quand on sait que ça fonctionne comme ça, bah ça nous permet d'aller gratter un peu plus chaque personnage, voilà. Donc là, on est avec Brittany qu'on connaissait un tout petit peu, qui va se retrouver avec Zach. Elle a un passé avec Zach, pas forcément très agréable. Elle a été mariée avec lui, mais très peu de temps.
Ça ne s'est pas très bien passé. Et là, elle va devoir le revoir. Elle retourne sur Puffin Island pour certaines raisons. Et voilà, du coup, on va la connaître davantage. On va la suivre. Et puis, romance, quoi. Vraiment romance. Je suis pas habituée aux romances, mais là, j'ai bien aimé. Puis en fait, j'ai vraiment préféré ce tome 2 au tome 1, qui était bien. Mais j'avais souvenir que j'avais pas été si rapide que ça pour le lire. Et en fait, celui-ci, je l'ai adoré. Et je vous parle pas encore du tome 3, qui était très très bien. Très Noël, très très bien. Voilà, donc écoutez, pas grand chose à vous dire. C'est... on sait ce qui va se passer. Voilà, on sait ce qui va se passer. On sait qu'il y a Brittany. On voit que, bon... il y a cette histoire avec Zach, ça la tétille, parce qu'elle le revoit. Les habitants de Puffin Island sont très solidaires entre eux et vraiment, ils vont défendre leurs habitants quelque part. Sauf que Brittany, elle a toujours été là, donc elle fait partie de Puffin Island. Zach, c'est pas le cas, il vient d'arriver. Il est arrivé un peu avant Brittany, parce que Brittany, elle a jamais vécu non-stop là-bas, voilà, mais elle faisait partie de l'île, elle avait quand même un attachement très fort à certains personnages. Et Zach, lui, vient emménager, mais vraiment depuis peu de temps, et donc c'est pas évident, comment chacun se positionne et tout, enfin voilà. Donc, eh bien, c'était très bien. Et donc, j'aime beaucoup Sarah Morgan. Mais comme je vous dis, c'est de la romance. Donc, on a vraiment des scènes... Waouh. Voilà. Je continue avec De sinistres mémoires de Jacques Sausset chez les Nouveaux Auteurs. C'est un tome 2. Je vous dis, c'est un tome 2. Je suis en train de lire, c'est écrit Jacques Sausset, De sinistres mémoires, est son premier roman. Mais c'est une suite parce que le premier tome, c'est Colère Noire, j'ai lu juste avant. Et pour l'avoir lu juste avant, je sais qu'il y a un lien. Et c'est même écrit dedans, il y a des petits astérisques pour dire « faut avoir lu avant Colère Noire ». Et là, c'est le marque-page que Jacques Sausset donne. Et il y a bien écrit en premier Colère Noire, en deuxième De sinistres mémoires, ensuite 4 racines blanches, L'enfant aux yeux d'émeraude, etc. Et c'est vraiment... En fait, quand j'ai vu Jacques Sausset à Sens, à l'Escargot Noir, le 27 mai 2023, parce que le livre est dédicacé, c'est écrit, j'y allais en me disant, je vais acheter celui-ci parce que c'est son premier. Donc, j'avais l'information qui est sur la 4e. Donc, voilà, je veux acheter celui-ci, etc. Et donc, je discutais dans la file. Et il y en a qui m'ont dit, ah ouais, non mais franchement, De sinistres mémoires et Colère Noire, il n'en a pas beaucoup habituellement, et là il les avait emmenés. Sens, c'est pas très loin de chez lui, et il avait emmené des livres, notamment celui-ci, de chez lui, parce que le livre ne se trouve plus, il ne se vend pas, etc. Et il m'avait dit que voilà, du coup, le livre, il avait bien indiqué que c'était un livre que je devais payer moitié prix, parce que le livre, avec le temps, a été un peu abîmé, un peu jauni, et voilà. Et j'ai l'impression d'avoir une petite pépite, quoi, d'avoir vraiment un livre extrêmement rare. Sauf que moi, j'aime les séries, donc lire du Jacques Sausset, lire des one-shots, ok, c'est bien. Mais je veux aller vers sa série, surtout que on la voit sur le marque-page. Et puis en fait, quand on voit Jacques Sausset en dédicace, il a plein de livres chez Livres de Poche, avec des couvertures très chouettes. On a l'impression que toutes ces couvertures sont liées, alors que certaines font partie de la série et que certains sont des one-shots. Il faut savoir que les livres de poche qui sont dans la série, ce sont certains tomes de sa série, mais pas tous. Donc les 2 premiers ne sont pas en poche. 4 racines blanches, oui. L'enfant aux yeux d'émeraude, oui. Le 5e tome, La pieuvre. Je ne sais pas comment je vais faire pour le trouver parce qu'il a l'air d'être comme les autres, là, comme les 2 premiers. Impossible à trouver. Et après, on a Ne prononcez jamais leur nom, je pense qu'il doit être chez Livre de Poche. 7 sur 13 chez Livre de Poche. Du poison dans la tête aussi. Cette série, c'est franchement, c'est déjà une enquête, une aventure de trouver les tomes dans l'ordre. Et ensuite, on passe à la vraie enquête dans le livre. Mais voilà, c'est très particulier. Donc c'est bizarre parce que là, en tout cas, en discutant dans la file, on m'a dit non, De sinistres mémoires, c'est le 2e. Et puis du coup, Jacques Sausset m'a bien donné son marque-page en disant non, vous voyez, De sinistres mémoires, c'est vraiment le 2e. Donc j'ai acheté celui-ci parce qu'il venait de chez lui. J'ai acheté Colère Noire parce que c'était le premier et qu'il y en avait là.
Colère Noire, qui est donc le premier, est un peu moins dur à trouver que celui-ci qui est vraiment, vraiment difficile. Voilà. Et comme disait Jacques Sausset, il en ramène quelques-uns de chez lui, mais à chaque dédicace, il va peut-être en prendre 5 à chaque fois, quoi. Et il n'a pas un stock non plus infini. Donc, voilà, c'est pour ça que je m'étais un peu jetée dessus. Et pour avoir lu le tome 1, pour avoir lu le tome 2, puisque je vais vous en parler, je ne comprends pas pourquoi cette série n'a pas plus de succès. Je ne comprends pas que cette série ne soit pas 100% chez Livre de Poche, parce qu'elle est vraiment très bien. On peut lire les tomes indépendamment, mais quand on aime les séries, quand on aime suivre les personnages, lisez bien les tomes dans l'ordre, parce que vous faites la connaissance dans Colère Noire. Jacques Sausset ne fait pas de cadeaux aux personnages. Il y en a certains qui ont vécu des choses très difficiles. Et ces personnes reviennent dans De sinistres mémoires avec tout leur passé qu'on a pu lire dans Colère Noire. Et du coup, on comprend mieux ce que le personnage a vécu. Puis ça, si vous lisez De sinistres mémoires avant Colère Noire, ça vous spoil un petit peu des choses aussi. Voilà, c'est Angelina Delcroix qui a, sur sa série de 4 livres, qui a eu 50 maisons d'édition différentes. Elle a commencé à être en poche chez Pocket. Et puis les 2 tomes suivants, 2 et 3, en grand format. Le 3e tome en Hugo poche et les tomes 2 et 3 sont excellents. Et c'est une série, hein, chaque tome se suit. C'est vraiment, vraiment très particulier. Donc, très contente de retrouver Jacques Sausset dans ce 2e tome. Très contente de retrouver les personnages Magne et Esselin dans ce 2e tome. On les avait laissés, ils avaient souffert. Ils reviennent motivés mais fatigués et on va les suivre pour une nouvelle enquête. On est sur une vraie série policière, presque série policière en livre qui pourrait faire penser à certaines séries policières à la télé. Et c'est pas le cas de tous les polars en fait. Avoir comme ça une équipe de policiers qu'on va suivre dans leurs enquêtes, qu'on va voir évoluer, mais tous les polars sont pas comme ça. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, vraiment une équipe qui est très sympathique en fait, et à laquelle on s'attache. Le rythme est très prenant, et on a des meurtres dès le début. Et pareil, ça fait penser à une série télé, parce que on va pas faire monter la sauce et puis avoir un meurtre aux 2/3 de l'épisode, quoi, c'est pas possible. Là voilà, dès le début on suit un rythme, on va suivre des personnages qui sont plutôt des témoins d'un crime en fait, qu'on verra par la suite, parce qu'il faudra les protéger, parce que c'est quand même un sacré truc. Quelques scènes font froid dans le dos. Hein. Scènes de crime, elles sont pas belles les scènes de crime, hein, vraiment pas. Et en fait, on va avoir des courses-poursuites. Parce que on va avoir un tueur qui va vraiment chercher ses victimes. Et on va avoir l'équipe policière qui va chercher le tueur. Et on a l'impression on voit qui sont les victimes. On voit que le tueur se rapproche, on voit que l'équipe de policiers se rapproche et on espère qu'ils vont réussir à neutraliser le tueur avant qu'il commette un acte, un crime. Alors, le tueur, on peut voir qui c'est juste que c'est pas très clair sur les motivations. C'est pas très clair sur qui est le marionnettiste de tout ça. On voit un personnage, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, est-ce que c'est lui qui tire les ficelles ou pas? On ne sait pas, on le découvre à la fin et on se dit « Ah, c'était donc pas si évident ». On nous suggérait beaucoup de choses dans le livre, mais en fait c'était autre chose que ça, donc ça c'est très bien. Et voilà, donc bon rythme, ça tient la route, c'est une bonne enquête policière, voilà. C'est une bonne enquête policière, une bonne série de policiers, comme on trouve avec Norek et la série 93, comme on trouve avec Angelina Delcroix, comme on a avec Franck Tillier, même si Charcot et Henbel, c'est vraiment deux personnages atypiques au sein de leur équipe criminelle. Autre chose que j'ai apprécié de façon personnelle, c'est qu'on a un personnage secondaire qui déchiffre un code. Ce personnage secondaire a fait des études de maths et il y a une petite ouverture à la fin, j'espère qu'on va le retrouver. J'espère qu'on va le retrouver dans le tome suivant. Il m'a bien plu et voilà, c'est pas tout le temps qu'on trouve un étudiant, enfin un ancien étudiant en maths et qui amène
du positif, de la logique. Bon, après, c'est un peu un cliché, hein. Enfin, c'est un gars ultra motivé qui a besoin d'être alimenté et qui, dès qu'il est alimenté, il fait tout. Voilà, j'aime bien. J'aime bien ce personnage, voilà. des personnages qui me parlent. Donc, de Sinistre Mémoire, je ne peux que vous le conseiller chez les nouveaux auteurs. Et je termine avec Les Crevards. Les Crevards de Nathalie Achard chez Black Lab. Je remercie beaucoup l'éditrice de Nathalie pour m'avoir offert ce livre à Noir-sur-Ormesson. Voilà, suite à des échanges avant autour de Week-end entre amis qu'on voit ici, qui était très bien, que je vous conseille, qui était très chouette, est-ce qu'il peut faire le focus pendant que je parle, voilà. One shot pour Week-end entre amis. Point commun, on est sur 2 huis clos, sur 2 livres très courts, sur 2 livres qui ont du rythme, mais qui ont aussi une ambiance pesante. Et alors, moi, quand l'ambiance est pesante et glaçante, je trouve que ça rythme. Mais là, vraiment, dans Les Crevards, on a une sacrée construction parce que, en fait, l'histoire se passe autour d'une formation. On a une formation qui va durer la semaine et puis vendredi, dernier jour de formation, on suit Eric qui est formateur en communication, dernière matinée et tout, on va clôturer tout ça. Il a je sais pas comment on dit, c'est pas des étudiants, des gens qui suivent la formation. C'est une formation à distance qui est faite en visio et donc on va suivre vraiment pas minute par minute, mais on va suivre plusieurs moments de cette matinée explosive et donc on nous met l'heure et tout ça. Donc on suit ces moments-là, voilà. Donc des échanges, des discussions, puis à un moment donné ça dégénère, donc on suit plein d'autres trucs. Et en parallèle, on va avoir des chapitres sur des personnages, des moments forts dans la vie de certains personnages. Et puis en parallèle, on suit encore autre chose, une histoire avec voilà l'enfance de certains personnages et comment ils dévient et quel est leur lien par la suite avec l'histoire. Donc 3 histoires en une, bien sûr à la fin tout a un lien, sinon ça n'aurait aucun sens. 3 histoires en une pour un livre qui fait un peu plus de 250 pages, donc voilà, c'est assez rythmé et ça va vite. L'ambiance elle est pesante, elle est glaçante. En fait alors je vous dis ça alors qu'on parlait à la base d'une formation en visio, oui d'accord, mais ça dégénère et en fait lors de la formation en visio, on voit vite des personnages qui n'ont rien à y faire, qui sont habillés tout en noir et qui commencent à menacer l'un des personnages, le formateur, voilà. Alors le formateur il est pas tout lisse, c'est pas un ange, pas du tout, c'est un personnage que j'aimerais ne jamais rencontrer en fait, voilà, qui est pas quelqu'un de très agréable. Et donc il fait sa formation, donc on voit les personnages qui assistent à la formation, voilà, ils ont tous des qualités, des défauts, plausibles, hein, j'ai pas trouvé que c'était trop gros ni quoi que ce soit. On voit vite qu'il y a des tensions avec certains, on voit vite qu'il y a des secrets avec d'autres, mais bon, Eric cache tellement de secrets que... voilà. Et donc, bon, bah voilà, on suit ça, mais globalement, la formation va prendre un sacré tournant, va totalement dégénérer, ça va être n'importe quoi, ça va être dangereux, ça va être... Et c'est là qu'on arrive sur cette fameuse ambiance pesante et glaçante hein, dont je vous parlais. C'est pas juste oh une formation en vidéo, qu'est-ce que c'est prenant et glaçant, pesant et glaçant, pardon. Non, c'est pas ça, c'est autre chose. C'est ce qui arrive après qui donne cette ambiance-là. Voilà, donc 8 clos, et ça j'aime bien. Donc c'était bien, mais j'ai quand même préféré Week-end entre amis. Là, j'ai trouvé juste que... ça, alors oui, ça dégénère, mais ça dégénère un petit peu vite. J'aurais bien aimé qu'on traîne encore un petit peu avant qu'on arrive à ce truc explosif et que ça parte. Et à un moment donné, en fait, en tant que lecteur, on arrive à suivre. On arrive à suivre les personnages, la construction, on arrive à suivre
ce qui se passe dans la vie d'Eric, etc. On arrive à suivre tout ça. Et à un moment donné, on maîtrise plus rien. Alors, est-ce qu'en tant que lecteur, on maîtrise les choses? Je suis pas sûre, hein. C'est pas nous qui écrivons l'histoire. Mais alors là, il y a un moment donné, ça dégénère. Attends, ça nous a échappé. Et poum, 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 ça arrête pas. Et donc, c'est assez dense. J'aurais juste, voilà, voulu que la première partie dure un petit peu plus et que ça dégénère un petit peu moins vite. Mais ce n'est que mon appréciation et voilà, c'est une autrice que je continuerai à suivre avec beaucoup de plaisir parce que j'aime les huis clos, j'aime la façon dont elle décrit les personnages. Là, j'ai beaucoup aimé la construction et j'aime ces situations. Alors, bon, là, peut-être que... il y a des choses qui peuvent être un peu moins normales que ce qu'on voit dans Week-end entre amis. Quoique, je vous dis ça, il y a un Week-end entre amis dégénère à un moment donné et pareil, hein, cette façon. Mais à la base, on est quand même sur des situations très classiques avec Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Ensuite, on découvre que Monsieur et Madame Tout-le-Monde, ils sont comme tout le monde en fait. Hein, donc, ils cachent des trucs et qu'ils en ont... ils ont quand même des gros trucs à cacher et qu'on était bien tombé dans le panneau, on ne se doutait pas que le personnage était comme ça, mais c'est totalement plausible. Mais voilà, méfions-nous de notre entourage, des gens qu'on peut côtoyer. Et donc voilà, tout ça c'est très bien et c'est juste qu'à un moment donné, ça dégénère parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire. Et donc là, on sort un petit peu plus de la normalité. Mais sinon, sur le reste, on est vraiment sur des situations qui parle, voilà. Et ça, c'est chouette, c'est très chouette. Voilà, donc c'était L'Écrevard de Nathalie Achard. Eh bien, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire ou à mettre un petit commentaire en bas. Vous n'êtes pas obligé de dire cette vidéo m'a plu, hein. Vous pouvez mettre un autre commentaire que celui-ci. Je vous retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos sur cette chaîne. À très vite et d'ici là, je vous souhaite d'excellentes lectures. À très vite.